J'ai décidé de me confronter en tant que médium qui pratique, entre autres, la communication avec les défunts, à l'intelligence artificielle qui propose désormais de ressusciter les morts par des procédés qui font froid dans le dos. J'aborderai dans cette vidéo, toujours compte tenu de mon expérience, les différents systèmes de communication avec les défunts et je pointerai notamment sur une réalité très peu abordée et pour cause. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle quête de sens. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, les sujets traités concernent aussi bien les phénomènes paranormaux que les mystères de tout ordre, la parapsychologie ainsi que l'histoire, la mythologie, les anciennes civilisations, les religions, la philosophie, la science, les nouvelles technologies, bref, une aventure humaine exaltante à la portée de tous ceux qui sont en quête de sens dans notre société où plus rien ne fait sens. De tout temps, l'homme se questionne sur la vie après la mort. La vie après la mort a été pour moi un vrai sujet d'étude. Très jeune, lorsque j'avais 18 ans et que l'époque ne se prêtait pas à l'exploration des mondes invisibles et qu'Internet n'existait pas, je me suis engouffrée dans cette énigme, car pour moi c'était dans le mystère de la mort que je pourrais comprendre le mystère de la vie. J'ai alors découvert à cette époque le travail et les ouvrages révolutionnaires du docteur Raymond Moody ainsi que le docteur Elisabeth Kubler-Ross qui sont les véritables pionniers dans ce domaine. Puis je suis tombée de fil en aiguille sur le livre de Père Prune, Les morts nous parlent. Et c'est là que j'ai commencé mes expériences, je dirais opératives, en ce qui concerne la preuve de l'existence d'une après-vie. J'ai également lu au cours de cette période le livre des morts des anciens égyptiens ainsi que le livre des morts tibétains pour me rendre compte, ô surprise, que ces ouvrages étaient destinés aux vivants pour leur apprendre à bien mourir afin d'éviter certains écueils qui peuvent surgir lors du passage entre la vie et la mort. Il s'agit de savoir finalement comment guider l'âme dans sa transition vers la renaissance ou la libération. Petite parenthèse, la véritable traduction n'est pas le livre des morts des anciens égyptiens, mais bien la sortie au jour. Donc pour ne pas trop m'éloigner du sujet principal, je ferai une vidéo plus tard sur cette mythologie égyptienne. Mes premières expériences opératives ont eu pour objet d'enregistrer avec mon magnétophone des voix. À l'époque, je travaillais seule sur un site ancien, dans une vieille bâtisse, et le soir, lorsque je partais du travail, j'enclenchais l'enregistrement que je laissais se dérouler le lendemain en même temps que je travaillais. Et puis, après une dizaine de jours environ, le miracle se produisit. Des voix parlant différentes langues étrangères donc, commencèrent à se faire entendre. Certaines parlaient fort et d'autres chuchotaient. Je tendais alors l'oreille au maximum pour essayer d'entendre une voix qui me parlerait français, mais rien. Donc je continuais un petit peu mon expérience et chaque jour, j'avais quand même mon petit lot de surprises jusqu'au jour où une voix isolée d'une effroyable puissance est sortie tout droit de mon magnétophone, me faisant carrément chuter de ma chaise. Je venais littéralement de me faire engueuler par une voix tonitruante qui venait de faire carrément trembler les murs de mon bureau et je me suis sentie menacée. J'ai donc décidé de ne pas recommencer l'expérience parce que j'ai pris conscience alors que je venais d'ouvrir une porte et que d'ouvrir une porte c'est très facile. Par contre, la refermer c'est extrêmement difficile. Cette idée qui consiste à enregistrer les esprits vient de Thomas Edison. C'est en 1878 que Thomas Edison va rencontrer Henry Olcott et Helena Blavatsky, fondateurs à New York de la Société théosophique dont un des buts est d'étudier les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents dans l'homme, tout en prenant que l'homme a une âme immortelle. Dans un article paru en 1920 dans The American Magazine, Thomas Edison déclare être engagé dans la construction d'un appareil, le spiritphone ou nécrophone dans la version française, permettant donc de communiquer avec les morts, en enregistrant leur voix et leur son. Thomas Edison, c'est un sacré personnage, il faut le savoir. Il est le fondateur de la General Electric, l'une des premières puissances industrielles mondiales. Il a déposé quelques 1000 brevets et il a également été l'un des principaux inventeurs du cinéma
et de l'enregistrement du son. Les scientifiques d'aujourd'hui, donc contrairement à ce que l'on pourrait croire ou nous faire croire, n'ont rien inventé. Aujourd'hui, outre différents outils et applications qui enregistrent les voix, et il y a également la TCH, qui est la transcommunication hypnotique, qui est une technique mise au point par le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui permet, grâce à l'hypnose, de vivre une expérience de connexion avec l'au-delà et notamment de contacter donc l'âme de nos défunts. Dans toutes les techniques, il y a une donnée fondamentale qui n'est jamais abordée et pour cause. C'est la manipulation des entités de l'astral. Que l'on soit scientifique, médecin, guide spirituel, médium ou une personne lambda, nous pouvons être aisément manipulés sans le savoir par les entités de l'astral. C'est le long, fastidieux et douloureux travail de la connaissance de soi, trop rarement entrepris, qui permet de détecter à quel moment nous sommes manipulés. Il y a quelques années, une personne m'a demandé d'entrer en contact avec son mari défunt, dont les circonstances de sa mort n'ont jamais été élucidées. Son mari était une personne connue pour certaines actions qu'il menait et qui mettaient à mal certains dirigeants politiques. Une monstrueuse enquête a été menée, mais rien n'a abouti. Son corps n'a jamais été retrouvé. Lorsque je l'ai contacté, je lui ai posé des questions personnelles pour m'assurer qu'il s'agissait bien de lui. Et il me répondait donc par des visions et des ressentis. Puis à un moment précis, quand je lui ai posé la question sur les circonstances de son décès, j'ai ressenti un changement de vibration, un changement vibratoire. La réponse donnée n'avait pas du tout la même vibration que les réponses précédentes. J'ai su alors que je n'étais plus au contact du défunt, mais qu'une entité avait pris le relais. Il ne fallait pas que je sache. J'ai donc mis simplement un terme à la séance. Victor Hugo, oui, notre Victor Hugo, notre immense écrivain, s'était rendu compte lui-même de la supercherie. De 1853 à 1855, il se livrait quasiment chaque jour, avec des membres de sa famille et des amis, à des séances spirites, au cours desquelles, d'ailleurs, il discutait avec des esprits illustres, dit-il, tels que Molière, Shakespeare, Racine, Dante, Mahomet et même Jésus. Bref, plus d'une centaine de personnages ont été contactés. J'ai lu moi-même ce livre il y a quelques années et j'avoue avoir été contente de savoir que tout le monde ne tombait pas dans le panneau de ces contacts défunts dans lesquels s'immiscent parfois effectivement des entités de l'astral. Initialement d'ailleurs, c'était dans le but d'établir un contact avec sa fille disparue tragiquement que Victor Hugo pratiquait les séances spirites. L'intelligence artificielle qui s'infiltre dans tous les domaines de notre vie a flairé la bonne affaire et a développé un outil permettant aux vivants de rester au contact de leurs défunts. Ainsi, de plus en plus d'entreprises, au Japon, en Chine, aux États-Unis, proposent de redonner vie à des défunts sous la forme d'un avatar numérique. Oui, vous avez bien entendu. Le dieu IA s'empare désormais de notre connexion au monde invisible, au monde sacré. Mais n'oublions pas que l'intelligence artificielle se définit très bien elle-même. Elle est artificielle. Alors, comment l'IA s'y prend-elle pour ressusciter les morts? Comment est-ce possible? Comment ça marche? Eh bien, il s'agit dans un premier temps de collecter des données. Il existe plusieurs possibilités. Avant leur décès, les individus donc répondent à toute une batterie de questions afin de rassembler un maximum d'informations personnelles. Cela peut se faire via un forum où les participants interagissent avec un biographe numérique ou par une simple séance de questions-réponses en vidéo. Certaines entreprises vont plus loin dans la collecte de données. Elles récupèrent les messages des téléphones portables des défunts pour reconstituer leur vie. Une entreprise chinoise, quant à elle, propose la création d'un avatar à partir d'une simple vidéo du défunt. Cela permet ainsi d'enregistrer la voix du défunt et de réaliser une vidéo sous tous les angles pour que l'avatar soit le plus réaliste possible. Ensuite, une IA de type ChatGPT gère les questions posées à l'avatar du défunt et cherche les informations les plus pertinentes parmi les réponses préalablement fournies donc par l'individu avant son décès. Et c'est donc cet échange de questions-réponses qui va donner vie à l'avatar numérique. C'est un domaine en pleine expansion et personnellement, ça me fait un peu froid dans le dos.
Stephen Smith, PDG de Storyfile, dit dans une interview que ce n'est pas sinistre, que ce n'est pas bizarre, que c'est juste joli. Il dit que quand il a interviewé sa mère dans le cadre de ce projet, il ne l'a pas fait parce qu'elle était en fin de vie, il l'a fait parce qu'il voulait simplement savoir plus sur elle. Elle avait 86 ans et elle était en pleine santé, dit-il, et il ne pensait pas du tout à la mort. Elle est morte 6 mois après avoir recueilli son témoignage. Et il dit maintenant que c'est l'une des choses les plus précieuses qu'il possède. Et puis, quand il diffuse son avatar sur l'écran TV de la maison, il voit ses enfants poser des questions à leur grand-mère et il dit que c'est super naturel. Mais ici, moi personnellement, ce qui me questionne, c'est qu'il aurait pu savoir de sa mère ce qu'il aurait aimé savoir en lui posant naturellement les questions au fil des années, en dehors d'une interview pour récolter des données. Lorsque l'on aime une personne, lorsqu'une personne est importante pour nous, il me semble que l'on s'intéresse naturellement à elle, à son passé, à sa vie, à son expérience de la vie. C'est un dialogue, pour moi, naturel, qui s'installe de cœur à cœur, d'âme à âme, non ? Alors c'est peut-être moi qui suis trop idéaliste, ou est-ce que alors c'est une véritable dérive ? Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le moi en commentaire. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher en tant que thérapeute de réfléchir sur cette relation post-mortem via un avatar, via l'IA. J'imagine très bien dans un proche avenir un casque de réalité virtuelle. Par exemple, vous rentrez le soir à la maison, vous êtes seul, vous venez de perdre une personne chère, un mari, une femme, un enfant, et votre vie prend à nouveau sens dès lors que vous mettez le casque de réalité virtuelle qui reproduit non seulement donc l'avatar, mais qui est également apte à reconstituer un événement particulier, des paysages, tout un environnement, des circonstances, par exemple d'un événement particulier comme un anniversaire, un voyage, comme un film qui serait projeté mais dans lequel vous seriez en totale immersion. Il s'agit donc d'un individu qui, dans sa solitude, sa souffrance abyssale, va retrouver par l'illusion offerte par l'IA son défunt et va pouvoir ainsi s'apaiser. Ce qui en soi est bien et peut être une solution, mais cette technique permet-elle de faire le deuil ou au contraire n'enfonce-t-elle pas le sujet à vivre dans une réalité virtuelle avec son défunt ? Lorsque je prends contact avec un défunt, c'est dans une optique thérapeutique. J'aide, j'accompagne le deuil et il m'est même arrivé à plusieurs reprises de permettre une prise de conscience chez le défunt qui n'avait pas compris une situation. Lorsque la séance se termine, les parties sont réconciliées et chacune peut reprendre sa vie de façon apaisée. La dernière fois, par exemple, j'ai eu une dame de 80 ans qui ne s'était jamais entendue avec sa sœur jumelle dont elle disait qu'elle était très méchante. À un moment donné, j'ai vu les jumelles se disputer pour une poupée, au point que la poupée s'est déchirée. Une des jumelles est restée avec la tête et l'autre avec le corps. Quand j'ai parlé de cet événement, la dame a été profondément bouleversée parce que je venais de mettre le doigt sur le drame de sa vie, cette poupée. Elle m'a d'ailleurs dit « alors là, je suis convaincue ». Et c'est autour de cet événement, de ce douloureux souvenir, que les deux sœurs ont pu se réconcilier. Par l'échange qui s'est établi, j'ai vraiment ressenti une prise de conscience chez la sœur défunte et à la fin de la séance, il y avait chez l'une et chez l'autre de l'apaisement. Les défunts continuent de vivre de l'autre côté. Cela m'a été montré non seulement avec les contacts, mais également par le biais de différentes expériences personnelles paranormales. Ceci dit, les différents échanges avec les défunts m'ont démontré que l'on part avec le niveau de conscience acquis lors de notre vivant, c'est-à-dire au moment de notre décès. Ce qui suggère que c'est de notre vivant que nous devons faire le chemin d'évolution de conscience. Ce qui est très étonnant pour moi, c'est que lorsque je mets en parallèle les expériences de mort imminente, donc les EMI, et la communication avec les défunts, nous n'avons pas du tout les mêmes témoignages. Les défunts vont communiquer sur des souvenirs, sur leur bien-être ou sur des événements marquants, plus ou moins sur leur occupation, mais ne parlent jamais de leur environnement dans lequel ils évoluent, alors que ceux qui ont fait des EMI font souvent des témoignages absolument extraordinaires de leur expérience. Quoi qu'il en soit, l'expérience se fait toujours dans la matrice. Je développerai sur le thème de cette matrice et de ses agents dans une prochaine vidéo.
n'oubliez non pas de vous abonner. Ceci dit, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit ne pas recevoir les notifications de YouTube lorsque je mets une vidéo en ligne. Eh bien, je ne peux que vous conseiller de surveiller par vous-même la publication de mes vidéos. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire et le partage sur vos réseaux pour m'encourager à continuer à vous présenter de nouvelles vidéos. Je vous dis donc à la prochaine fois et d'ici là, prenez bien soin de vous.